Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver sur RCF au Haut-de-Marne dans Ce que les jeunes en pensent, votre émission d'actualité vue par les jeunes pour une émission aujourd'hui spéciale que j'ai le plaisir d'animer avec Ninon. Bonjour Ninon. Bonjour Romain, donc émission que nous enregistrons et filmons au lycée Saint-Bernard à Troyes, donc dans le cadre de la semaine de la presse. Oui, évidemment, semaine de la presse, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine de la presse? On parle des médias, du journalisme, de l'audiovisuel parce que c'est lié. On parle aussi de l'importance de la presse et l'importance de son indépendance. Alors, on a quelques précisions, Ninon, pour l'enregistrement. Oui, donc pour tout vous dire, nous enregistrons cette émission le mercredi 21 mars, donc en plein milieu de cette semaine de la presse, pour une diffusion le mercredi 27 mars. Donc nous avons essayé de coller au maximum la date de l'enregistrement à celle de la diffusion afin de pouvoir nous retrouver au cœur de l'actualité. Eh bien, tout est dit, Ninon. Place au sommaire de votre émission. Donc, en fin d'émission, nous évoquerons avec Sabrina et Myriam les rapports des jeunes face aux réseaux sociaux. Nous aborderons également la cause environnementale et climatique, donc un sujet étant plus que d'actualité avec Asia et Bérénice. Nous parlerons également des inégalités sociales dans les milieux scolaires avec Miché et Pierre-Alexandre, et nous aborderons et nous ferons une petite excursion dans les JO 2024 avec Marie-Lou et Gabin. L'excursion, ça va être sympathique, j'en doute pas. Dans quelques minutes, nous accueillerons sur ce plateau notre invitée Valérie Bazin-Malgras, députée de la seconde circonscription. Mais avant cela, nous remercions le lycée Saint-Bernard pour son accueil, et pour en parler, nous recevons Monsieur Boivin, le directeur. Il arrive à l'instant sur le plateau de cette émission. Monsieur Boivin, bonjour. Bonjour Romain. Je vous laisse et je prends fantastique, nous avons plein de micros, c'est génial. Monsieur Boivin, merci de nous accueillir dans vos locaux. Première question, Monsieur Boivin, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer un peu le contexte, l'histoire du lycée Saint-Bernard, parce qu'il faut un petit peu expliquer dans quel lieu nous sommes aujourd'hui. Très volontiers Romain, mais avant tout, permets-moi de remercier déjà Madame Bazin-Malgras qui a la gentillesse de venir parmi nous ce matin. Madame, votre présence parmi nous nous réjouit autant qu'elle nous honore. Un grand merci. Je remercie les enseignants présents, je remercie le directeur de RCF, bien sûr, toi, Romain, Ninon, et puis je salue chaleureusement tous les jeunes qui nous entourent ce matin, élèves de classe de première et de terminale. C'est vraiment une grande joie pour moi et pour les membres de la communauté éducative de vous accueillir tous ce matin et de participer à cette émission. Alors, quelques mots, tu me dis, sur Saint-Bernard. Saint-Bernard est un établissement congréganiste, c'est-à-dire sous la tutelle des Pères Oblats de Saint-François-de-Sales, fondé par le bienheureux Père Brisson. Voilà, tout un historique. Et Saint-Bernard, actuellement, ce sont 3 unités pédagogiques, une école élémentaire qui compte 5 classes, un collège qui compte 16 classes et un lycée qui compte 12 classes. Avec la préparation, pour l'instant, puisque dans 2 ans ce sera terminé, aux baccalauréats généraux de la série économique et sociale, littéraire et scientifique. Voilà, 65 professeurs se dévouent dans cette maison, une vingtaine de personnels, le personnel éducatif, administratif et le personnel technique. Toutes ces personnes-là se dévouent à environ 970 élèves que compte Saint-Bernard actuellement. Alors, Monsieur Boivin, vous avez tout de suite accepté notre proposition à Mademoiselle Brugère et moi-même et Ninon, lorsqu'on vous a parlé d'enregistrer une émission de radio dans votre lycée dans le cadre de la semaine de la presse. Ma question est simple, pourquoi ? Parce que tu as été très convaincant, Romain. Et Ninon, et je vous remercie vraiment tous les deux et les jeunes qui vous ont entourés. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça me semble être important de vivre cet événement au milieu de cette semaine de la presse. Ça fait partie, je dirais, de notre projet éducatif. À Saint-Bernard, le jeune est au centre de notre projet éducatif. Et un jeune, qu'est-ce qu'on va communiquer dans un établissement scolaire catholique comme le nôtre ? On souhaite bien sûr transmettre des valeurs, transmettre un enseignement de qualité pour la réussite aux examens, mais ce qui nous importe beaucoup, c'est la réussite humaine.
humaine, spirituelle, culturelle. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, que j'ai trouvé que le projet était fort intéressant, parce que ça me semble important d'ouvrir les jeunes de cette maison à une culture, à tout ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité. Ça fait vraiment partie de notre projet. Et puis, je dirais que je vais citer 3 personnes qui semblent nous donner la ligne conductrice. Notre fondateur, bien sûr, le père Brisson, qui était un homme de contact. Les jeunes le savent presque par cœur sur le préambule du règlement, faire des hommes de caractère, de conviction, de cœur, être quelqu'un, savoir quelque chose et s'inscrire dans le monde. Donc le père Brisson était vraiment un communicant. Saint-Bernard, le nom que porte l'établissement, Saint-Bernard aussi aimait la communication et a parcouru bon nombre de régions et même de pays à son époque. Et puis je parlais des oblats de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, il ne faut pas l'oublier, est le patron des journalistes. Donc voilà, on a vraiment 3 références. On ne peut que s'inscrire dans leur lignée et sous leur conduite. Merci beaucoup, Monsieur Boivin. Je vous laisse vous installer derrière nous et dans quelques minutes, je crois que quelqu'un va nous rejoindre sur ce plateau, Ninon. Oui, donc députée de la 2e circonscription de l'Aube depuis le 18 juin 2017, conseillère municipale de la ville de Troyes depuis 2014 et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, entre autres, nous accueillons tout de suite sur ce plateau notre invitée Valérie Bazin-Malgras. Madame Bazin-Malgras, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui ici dans ce studio aménagé. Durant la semaine de la presse, moi j'ai envie de vous poser une première question et Ninon en aura aussi, j'en suis sûre. La presse, le rapport à la presse lorsqu'on est une femme politique, mais aussi une femme, une citoyenne, quel est votre rapport à la presse ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous, monsieur le directeur adjoint, mesdames et messieurs les professeurs, à vous tous, les jeunes, bonjour et merci de me recevoir à Saint-Bernard. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir d'avoir accepté cette invitation parce que lorsqu'on est élu national, et d'autant plus lorsqu'on fait partie de la Commission des affaires culturelles et de l'enseignement, on se doit d'être au contact de la jeunesse. Donc voilà pourquoi j'ai accepté, et notamment en plus pendant cette semaine de la presse, c'est important que les élus se mettent à disposition justement pour que vous puissiez recueillir notre avis sur différents sujets. Donc les rapports d'un élu avec la presse, c'est pas toujours simple, parce que les journalistes, certains, sont polémiques, ça existe, hein, c'est vrai Rémi, et dans ce cas-là, ça peut parfois être un peu tronqué les rapports qu'on a avec eux, donc on essaye d'être naturel, et on essaye, en ce qui me concerne, d'être honnête face à la presse. Après, la presse fait ce qu'elle veut de vos propos. Voilà. Donc, quand c'est de la presse enregistrée comme aujourd'hui, c'est encore assez simple, mais on ne maîtrise pas la presse écrite. Mais quoi qu'il en soit, nous devons avoir des rapports normaux et honnêtes avec les journalistes. Alors, semaine de la presse, importance de la presse, est-ce que vous pensez que dans notre pays, en France, la presse est toujours libre et indépendante ? On en a parlé dans le sommaire. Oui, bien entendu, bien sûr, elle est libre et indépendante, elle fait vraiment ce qu'elle veut, oui, c'est vrai. C'est important. Bon, bien, merci Madame Bazin-Malgras. Nous reviendrons vers vous dans quelques minutes. Nous allons tout de suite accueillir Louis Berry qui va nous faire la fameuse chronique, pour ceux qui suivent cette émission, la chronique indispensable, c'est les coups de cœur et coups de gueule. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Alors, tu vas nous parler d'une affaire qui, vous, jeunes, et pas que, avez forcément entendu parler, une affaire qui se déroule en Algérie, c'est bien ça ? Oui, puisque le lundi 11 mars 2019, le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonçait à l'élection du 18 avril 2019, mais pas au pouvoir. Alors je m'explique, après une glorification de la population algérienne qui a défilé en masse de manière pacifique dans les rues du pays, l'ancien membre de l'armée de libération nationale, pendant la guerre d'Algérie, a renoncé à une énième présentation au poste de président. Alors par la même occasion, celui-ci a annulé les élections et conserve ainsi son pouvoir. Alors cette manipulation politique, elle apporte un goût de semi-victoire au peuple algérien et à sa jeunesse, qui s'est tant investi pour un renouveau politique et la disparition du gouvernement Bouteflika,
en place depuis maintenant 20 longues années. Alors Louis, on peut dire que c'est un tour de passe-passe, un fabuleux tour de passe-passe. Ah bien sûr, parce que le président et son gouvernement ont annoncé une période de transition plus ou moins longue avant de réorganiser des élections. Donc Bouteflika s'accorde une prolongation de règne d'au moins 1 an, le temps que de prochaines élections viennent finaliser ces dites périodes de transition. Alors je me permets de vous couper, Louis. Ça veut dire que pour le moment, on n'a pas de date pour la prochaine élection, c'est bien ça ? Non, pas précisément. Et alors que des millions de citoyens algériens s'amassaient dans les rues pour imposer la sortie du président Abdelaziz Bouteflika du gouvernement, à cause, je le rappelle, de sa sénilité liée à un récent infarctus, décide d'amadouer son peuple en colère en faisant l'illusion d'un retrait. Alors en réalité, il reste à la tête du pays et n'a fait qu'une simple éloge des manifestations pacifiques qui se sont imposées sur la scène médiatique internationale. Alors évidemment, la stratégie de Bouteflika pose directement plusieurs interrogations. Combien de temps va-t-il rester au pouvoir et surtout qui pour le remplacer ? Alors le président compte rester encore 2 années, le temps de terminer sa vaste carrière politique, et ses potentiels successeurs ne promettent pas aux Algériens un changement radical. Alors en effet, Nourdine Bedoui, ancien ministre de l'Intérieur, et Ramtan Lamara, ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller diplomatique de Bouteflika, ne seront pas un réel renouveau politique, puisque faisant partie du gouvernement. Alors au-delà de ce renoncement incomplet, il faut noter l'opposition farouche des Algériens face à Abdelaziz Bouteflika, mais plus particulièrement celle des jeunes. Depuis plusieurs jours, que ce soit sur le sol d'Algérie, place de la République à Paris ou même à Troyes, les jeunes sont descendus dans la rue aux côtés de leurs aïeux pour affirmer leurs opinions, leurs avis et leur mécontentement. Alors c'est un véritable exemple d'engagement politique que nous ont exposé ces jeunes Algériens ou Français d'origine algérienne ces derniers jours. Ils ont participé à l'affirmation du renouveau en prenant part à ces liesses populaires. Et au final, ces jeunes ont imposé leur propre vision du futur de l'Algérie, où Bouteflika appartiendrait au passé et à l'histoire. Merci Louis pour ce coup de cœur, coup de gueule. Hein. Tu m'as dit que c'était un petit peu partagé entre les deux. Les Jeux Olympiques sont des événements sportifs internationaux. Donc vous le savez, en 2017, la France a été désignée pour être le pays hôte pour 2024, qui se déroule le 26 juillet du 11 août, au 11 août. À titre informatif, les derniers JO ont eu lieu en France en 1924. Paris deviendra donc la deuxième ville, autant pour moi, à accueillir les JO 3 fois, donc 1900, 1924 et 2024. Alors, Gabin, donc on le sait, les événements de cette ampleur coûtent très cher, donc pouvez-vous nous en dire plus ? En effet, 6,6 milliards d'euros vont être déboursés pour les aménagements, 3 milliards seront dédiés aux infrastructures, dont la moitié financée par le domaine privé et l'autre par le domaine public. 3,6 milliards sont injectés pour l'organisation, droit des médias, billetterie et tout le reste de l'organisation. Une part est financée par le privé, dont 1,2 milliard de dotation du CIO, donc le Comité international olympique. Donc des nouvelles infrastructures sont construites. La première infrastructure sera un village olympique en Seine-Saint-Denis. Le village olympique sera un quartier éco-responsable et participera au renouvellement urbain des communes concernées qui sont dans l'axe de Paris. Le village olympique va contenir près de 3500 appartements, possédera 5 lignes de métro avec accès direct vers Paris en 15 minutes. Les travaux sont prévus 2019 et la fin sera prévue vers 2024. Après les Jeux olympiques, le village olympique bénéficiera d'un accès facile et efficace vers les lignes de RER B et D, ainsi que 13 lignes de métro. La deuxième infrastructure est un centre un centre nautique, qui se composera de 2 bassins de 50 mètres, 2 fosses de plongeon. Il pourra accueillir 15 000 places. Donc 15 000 places seront disponibles durant les Jeux et après les Jeux, les places seront réduites à 2500. Il sera proche du Stade de France. Ils seront d'ailleurs reliés par une passerelle qui surplombera l'autoroute A1. Les débuts des travaux sont prévus 2019 et la fin vers 2023. L'avantage d'une telle construction permettra à la France d'accueillir des compétitions d'envergure internationale après les Jeux. La troisième infrastructure sera une deuxième aréna, Porte de la Chapelle, prévue fin 2021. Aura une capacité d'accueil de 8000 places. Les transports en commun seront complètement revus pour les Jeux, obligation du CIO, donc du Comité international olympique. Donc, tous les sites olympiques seront connectés par le réseau de métro Grand Paris Express, dont la première ligne sera livrée en 2024 et adaptée pour les personnes à mobilité et autonomie réduite. Alors, un aménagement des anciennes infrastructures, car oui, la France a la chance d'avoir 95% des infrastructures déjà existantes.
Il va néanmoins falloir effectuer des rénovations, notamment du Stade de France, des stades de foot, la création d'un vélodrome à Marseille, Roland-Garros en rénovation, Bercy, l'Arena 92 de Nanterre, la base nautique de Vers-sur-Marne. Le budget est de 720 millions d'euros et est destiné à la rénovation des bâtiments déjà existants. Donc, quelle nouveauté la France a décidé d'apporter aux Jeux et comment la France a décidé de se démarquer de ces JO? Alors, c'est un projet novateur. Le marathon va pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques être ouvert aux amateurs. Ils vont pouvoir effectuer la même course que les athlètes. Néanmoins, il y aura différents formats de course. Paris 2024 discuterait avec le CIO, donc comme l'a dit Gabin, le Comité international olympique, pour ouvrir d'autres sports à toute personne qui souhaiterait vivre les Jeux. Les courses devraient être organisées le jour même de la course olympique. Tout le monde pourrait y participer, les enfants, les amateurs, les familles. Les distances de course sont encore à l'étude car il faut attendre de savoir tracer le marathon olympique. Il devrait néanmoins s'agir des courses de 5 km, 10 km et un semi-marathon, donc 20 km. Pour s'y inscrire, des modalités auront lieu en 2019. Aurélie Merle, la directrice déléguée des sports du comité d'organisation des Jeux Olympiques, aimerait avoir une dynamique jusqu'en 2024 et des programmes de préparation pourraient même être mis à disposition. Les Jeux de 2024 seront situés à Paris, mais pas totalement. Ils vont se dérouler un peu partout en France, déjà pour le foot dans les stades de Nantes, de Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon, Lille. De plus, Marseille ne va pas accueillir seulement des épreuves de foot, mais aussi des épreuves nautiques, et notamment celle de voile. Elle se voudra être la capitale du sport nautique. Ils auront une superficie de 6 hectares, ce qui représentera 7300 m² de bâtiments. Pour cela, Marseille disposera d'une enveloppe de 30 millions d'euros. La ville veut montrer que la voile est un sport très pratiqué, la troisième derrière le foot et le tennis, et veut que toutes les nouvelles infrastructures durent dans le temps et qu'elles puissent permettre à la voile de plus se développer. D'accord, merci beaucoup. Et y aura-t-il de nouveaux sports? Alors oui, tout d'abord pour qu'un sport soit accepté par le CIO, il faut que son nombre d'athlètes en lice durant la compétition ne soit pas supérieur à 10 500. Plusieurs sports ont proposé leur candidature pour apparaître dans la liste des Jeux de 2024. 3 sports ont été retenus, l'escalade, le skateboard, le surf, le breakdance. Ces choix font parler, surtout que le breakdance et le skateboard possèdent déjà en quelque sorte leur propre compétition, un peu équivalente aux Jeux. Ils ne sont pas vraiment considérés comme sports olympiques, pourtant ils ont des avantages. Ils vont permettre d'attirer une grosse communauté et ce sont des sports beaucoup plus urbains qui touchent des adhérents plus jeunes. Plusieurs sports ont proposé leur candidature, mais tous ne peuvent pas y figurer car cela ferait trop. Par exemple la pétanque, le squash, le karaté et le baseball. Donc, les Jeux, dans un premier temps, vont rassembler le monde derrière leurs écrans, ou en réalité, et dans un second temps, les Français, qui en ont cruellement besoin suite aux événements tragiques que l'on a connus durant ces dernières années. Suite à l'Euro 2016, la France a su prouver qu'elle pouvait être soudée, alors que ce n'était qu'un événement sportif à l'échelle européenne. Celui-ci n'a connu aucun débordement. Suite à ça, les Français se sont retrouvés durant la Coupe du Monde 2018, qui n'était pas en France mais en Russie. On a pu assister alors à un rassemblement, un engouement national. Les Jeux, qui sont internationaux et même intercontinentaux, ne peuvent qu'annoncer une cohésion hors du commun. Merci beaucoup Gabin, Marie-Lou et Ninon. Alors je vais me tourner vers Madame Bazin-Malgras. Vous, alors je vais même m'asseoir. Voilà. Alors vous êtes très investi dans les JO, j'ai lu ça. La première question, c'est est-ce que c'est vous qui avez choisi ou est-ce qu'on vous a attribué cette mission, voilà, sans trop donner votre avis? Alors, comme vous l'avez dit, oui, effectivement, je suis investie dans les JO et je fais partie du groupe de travail Jeux Olympiques 2024 à l'Assemblée nationale. Et fort heureusement, c'est moi qui ai choisi, oui, quand même. Voilà, donc ce groupe de travail vise à... Déjà, nous avons fait une loi, la loi pour les JO, dont j'ai été partie prenante, puisque j'ai été la personne qui a représenté mon groupe politique à la CMP, Commission Mixte Paritaire, à la fin du texte, pour qu'on s'accorde avec le Sénat et que le texte puisse en découler. Donc je me suis beaucoup impliquée. Ensuite, je fais partie de ce groupe de travail dans lequel on rencontre souvent Tony Estanguet pour déjà parler sur les prochains aménagements et ce qui va être fait à Paris pour recevoir toutes les délégations. Et je l'ai fait aussi à plusieurs titres, et notamment le titre de... comme je suis dans l'Aube, députée de l'Aube, et que l'Aube n'est pas loin de Paris,
j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir une ou des délégations étrangères qui viennent héberger chez nous, ce qui nous permettrait de restaurer ou de créer des infrastructures pour les JO. Donc le département y travaille. Tous les politiques, on va dire, du coin s'occupent de ça, que ce soit moi en tant que parlementaire, François Baroin en tant que président de Troyes-Champagne Métropole, ou le département. Tout le monde travaille à essayer de faire venir une délégation. C'est important lorsqu'on est politique, justement, de vendre son territoire, parce que si on y arrive, il y aura de nouvelles installations. Par exemple, je pense que c'est dans les tuyaux, mais on devra avoir une nouvelle salle d'escalade. Il y aura des infrastructures correctes pour accueillir de l'aviron. Voilà, donc on peut proposer ces cartes-là à des équipes olympiques qui souhaiteraient être en résidence pas très loin de Paris. Donc ça, c'est vraiment le travail d'un parlementaire aussi, de quelque part vendre son territoire pour récupérer des délégations, ce qui fera évidemment au niveau économique ici des retombées intéressantes. Alors quand vous dites accueillir une délégation, c'est-à-dire une équipe, c'est-à-dire un sport, une compétition même, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Ah non, une compétition, je ne pense pas, parce que nous n'avons pas les infrastructures suffisantes, mais au moins des entraînements. Donc une équipe en résidence qui s'entraînerait dans nos infrastructures. Mais une compétition, je ne pense pas que nous ayons la capacité d'en recevoir une pour le moment. Après, ça peut s'étudier, mais actuellement, je ne pense pas. Et donc, comme Gabin l'a souligné et Marie-Lou, le but des JO, donc, c'est évidemment, il y a la compétition, mais c'est aussi l'après, puisque le coût est quand même très élevé. Alors, on dit, et vous me corrigez si je me trompe, qu'on essaye de faire des JO les moins coûteux, et parce qu'en France, on a cette volonté de peut-être plus restaurer, réhabiliter, que construire. Est-ce que je me trompe ? Non, on va construire quand même. Vous avez parlé tout à l'heure du village olympique, et ça, c'est une fierté nationale, parce que c'est vrai que ce village qui va avoir plus de 3000 appartements, ensuite sera mis à la disposition des Français. Ils auront des hébergements qui seront vraiment à la pointe de la technologie au niveau énergie, et puis au niveau aussi conception, pas loin des transports en commun, vous l'avez dit. Donc ça, c'est une fierté pour Paris également, et puis pour tous les Français. Donc c'est pas créé pour se faire plaisir, on n'a pas les moyens, c'est créé pour les JO et pour ensuite que la population française puisse en bénéficier. Et lorsque je parle ici de création ou de restauration de matériel sportif, c'est pour que vous, plus tard, si vous êtes encore étudiant à Troyes, vous puissiez en bénéficier, et tous les jeunes qui seront dans les écoles pourront bénéficier de ces installations qui seront créées dans le département. Et puis je me permets de... Là, M. Boivin va tout de suite comprendre, puisque Saint-Bernard, en faisant dans les matières sportives, donc les classes où nous allons en extérieur faire du sport, tout simplement, eh bien, nous utilisons ces installations. Donc, pourquoi pas, à l'avenir, bénéficier de ces nouvelles installations, c'est ça ? Ça serait une très bonne chose. On ne peut qu'encourager cette politique-là, parce que c'est vrai que nous, on a la chance à Saint-Bernard et d'autres établissements de pouvoir bénéficier des installations sportives de la ville. On ne pourrait pas rester uniquement sur place. On a un gymnase, mais c'est limité. Donc on est très heureux de pouvoir bénéficier. Alors s'il y a un développement qui va dans ce sens, on ne peut que s'en réjouir. Dernière question sur ce sujet, Madame Bazin-Malgras. Les JO, la volonté donc de faire participer la ville de Troyes, vous êtes, dans votre commission, vous êtes beaucoup. Est-ce que, parce que c'est important le côté un petit peu derrière, on veut aussi mettre en valeur le métier de député et de parlementaire, que j'aurai l'occasion de vous reposer des questions sur ça tout à l'heure. Comment ça fonctionne ? C'est des réunions, on est là autour d'une table, on est combien ? Donc, la Commission des affaires culturelles et de l'enseignement regroupe plusieurs ministères, et notamment le ministère des Sports. Et c'est pour ça qu'on nous a proposé de créer un groupe spécial Jeux Olympiques. Dans ce groupe JO, il y a environ 40 ou 50 parlementaires, voilà, qui se sont portés candidats. Et c'est ensuite, après, les groupes politiques qui disent voilà, il nous en faut tant, et qui font un petit choix, on va dire. Mais bon, tous les parlementaires ne peuvent pas se lancer sur un sujet. Voilà, dans ma commission, on est 40 à avoir été reçus pour gérer les Jeux Olympiques. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Madame Bazin-Malgras. Merci, Monsieur Boivin. On va passer tout de suite au sujet suivant. On continue cette émission Ninon, un sujet plus que passionnant qui arrive. Un sujet pas toujours très amusant, les inégalités sociales dans le milieu scolaire. On essaye de relever. Alors, Pierre-Alexandre et Miché, vous vous êtes basé sur un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est bien ça, Pierre-Alexandre ?
Oui, exactement. Donc un rapport sorti récemment, donc fin 2018, rapport fait par l'OCDE. D'accord. Alors, dites-nous, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ce document dit. Eh ben, ce document se porte surtout sur un sujet, donc les inégalités sociales surtout, à l'intérieur des lycées et comment l'école pourrait être un facteur qui accentue justement ces inégalités. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ainsi dans le lycée Saint-Bernard, à Troyes, dans l'Aube, et nous allons vous parler des inégalités sociales au milieu scolaire. Donc les ZEP, autrement dit les zones d'éducation prioritaire, ont vocation depuis plus de 35 ans, date de leur création, à contribuer à l'égalité des chances. Mais la dernière enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves, publiée par l'OCDE, dit que la France se singularise comme le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. La performance scolaire y est plus fortement marquée par le niveau socio-économique et culturel des familles. L'une des conséquences les plus dramatiques de cet échec est le phénomène de masse du décrochage scolaire, qui représentait en 2016 près de 100 000 jeunes. Est-ce qu'on pourrait savoir maintenant si aujourd'hui l'école est un facteur d'inégalité? Est-ce que c'est un moteur? Michel, dis-nous. Alors en 2018, le Conseil national de l'évaluation du système scolaire a lancé cette polémique et donc mis en place en quelque sorte le feu aux poudres. Dans ce rapport, il est difficile de montrer que l'école agrandit les inégalités sociales au sein du milieu scolaire, mais néanmoins, elle les maintient en donnant davantage à ceux qui ont déjà beaucoup. En effet, elle favorise les favorisés, tout simplement. On va tout d'abord rappeler quelques chiffres. L'éducation nationale représente 73 milliards d'euros. C'est le plus gros budget de l'État. Pour vous donner un petit ordre d'indice, c'est 10 fois plus que pour la justice. Cette ségrégation, cette différence sociale s'effectue à 2 niveaux, mis en relief par Son Thierry et Arnaud Rigert. Ils présentent tout d'abord la ségrégation sociale, mesurée par la proportion d'élèves dont les parents sont issus de catégories socio-professionnelles plus ou moins élevées, et la ségrégation scolaire qui, elle, mesure la différence entre la proportion de bons élèves dans l'environnement d'un jeune classique et la proportion de mauvais élèves dans son environnement. Résultat, un enfant issu d'une famille plutôt aisée a 2 fois plus de camarades issus d'une famille aisée qu'un enfant issu de classe populaire. Si pour une bonne part, ces disparités sont liées au territoire, en effet, dans certaines communes, les taux de ségrégation sociale comme scolaire approchent des 40%. L'attitude des établissements réticents compte aussi beaucoup. Certains établissements ne cherchent pas à favoriser la mixité dans leur classe. Alors, est-ce que les difficultés scolaires peuvent avoir des conséquences, des incidences sur les inégalités entre les élèves? Alors, comme je l'ai dit auparavant, la France est parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. Un constat est déjà connu et largement partagé. D'après la dernière enquête de PISA, publiée en 2016, en France, quand on appartient à un milieu défavorisé, on a 1 chance sur 5 d'avoir de bons résultats. Ce chiffre est effarant comparé à celui de Shanghai, où il y a une véritable équité sociale, puisque c'est seulement 1 chance sur 2 d'avoir de bons résultats dans cette ville. La France a reculé de 2 places par rapport à l'ancienne enquête. C'est ainsi un élève issu d'un milieu défavorisé a 4 fois plus de chances d'être en difficulté qu'un élève provenant d'un milieu aisé. La France, comme le disait l'UNICEF, se situe presque dans la dernière place du classement en termes d'écart de performance scolaire. En effet, ce qui concerne les performances scolaires en lecture, en maths, en sciences et selon le milieu social, l'UNICEF classe la France 35e sur les 37 pays de l'OCDE. Autrement dit, nous sommes en quelque sorte les cancres de l'OCDE. Sur ce plan. Sur ce plan-là, on n'est pas très bon en France. Alors, est-ce que l'État, les gouvernements précédents aussi, sont peut-être coupables de ces inégalités-là? Je sais, c'est un bien grand mot de dire, attention, mais est-ce que c'est un peu de leur faute ou est-ce que c'est comme ça et on ne peut rien y faire? Oui. Tout d'abord, on peut dire que ces constats sur l'inégalité ne sont pas là par hasard. Il faut savoir qu'en France, l'éducation nationale a la réputation d'être l'un des ministères les plus difficiles à réformer. L'État investit 47% de moins dans un élève de Seine-Saint-Denis que dans Paris intramuros. Par ailleurs, l'État finance aussi des écoles privées à hauteur de 20%. On peut voir aussi qu'un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un milieu favorisé. En effet, les élèves les plus pauvres seront bien souvent redirigés vers des BTS ou des bacs pro, considérés comme moins prestigieux et plus faciles d'accès pour leur niveau. Face à ce phénomène,
Face à ce phénomène marquant, les moyens de l'éducation prioritaire représentés par les ZEP sont et restent insuffisants pour avoir de vrais résultats. Dans ces zones, on a un recours accru aux enseignants contractuels qui n'ont ni formation des professeurs ni CAPES. On a un recours aussi à des enseignants peu expérimentés, puisque 17% des professeurs en ZEP ont moins de 30 ans, alors que c'est seulement 9% en dehors de la zone prioritaire. Bon, cependant, on ne va pas tout dramatiser non plus. En 2016, moins de 9% des 18-24 ans ont quitté l'école prématurément. C'est le même chiffre qu'en Belgique, mais moins qu'en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore en Espagne. Si l'on prend ainsi un niveau scolaire de 3e, des parents d'un élève de 3e, c'est seuls 22% des élèves qui ont aussi un niveau de diplôme égal à leurs parents, contrairement à 34% dans l'Union européenne. Un bémol tout relatif, comme on l'a dit. Pour ce qui concerne la pratique d'activité physique, l'écart entre les enfants défavorisés et ceux de la moyenne s'est réduit de 8% entre 2002 et 2014. Toutefois, la probabilité que les plus pauvres participent à 60 minutes d'activité physique par jour est inférieure à 14%. Alors oui, on va pas dramatiser, pardon. Il y a forcément des solutions pour améliorer ça. On ne peut qu'améliorer. Oui, exactement. Il faut l'améliorer, justement. Moi, je donnerai un petit indice sur 4 points, notamment l'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants, donc qu'ils soient au moins diplômés d'un CAPES. Augmenter les moyens financiers et éducatifs dans le milieu favorisé, donc dans les milieux défavorisés, donc dans les ZEP. Imaginer des stratégies pour faire venir des professeurs expérimentés dans les ZEP, comme par exemple leur fournir un meilleur salaire ou alors leur donner une meilleure retraite. Et ainsi qu'encourager la mixité sociale, c'est-à-dire mélanger des élèves à la fois entre guillemets pauvres et riches. Donc on verra bien cette année, lors du prochain classement PISA, en décembre 2019, si ces inégalités se sont réduites ou pas. Merci Pierre-Alexandre, merci Miché. Et je me tourne évidemment vers notre invitée Valérie Bazin-Malgras. Alors, vous êtes aussi chargée de l'éducation, si je ne me trompe pas. C'est un fléau. Est-ce qu'il y a des solutions? On a évoqué avec Pierre-Alexandre des solutions miracles. C'est quelque chose que vous voyez au quotidien ou vous avez eu l'occasion de déjà voir? Évidemment, faisant partie de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement, j'ai beaucoup travaillé depuis le début de mon mandat sur tout ce qui est l'école en France. J'ai beaucoup participé à l'élaboration de la loi pour l'école de la confiance qu'on a passée récemment là en séance, laquelle je n'ai pas votée parce que j'avais fait tout un travail, un rapport sur les directeurs d'école et le ministre n'a pas pu en tenir compte, mais bon, ça viendra. Mais quoi qu'il en soit, je ne partage pas tout ce que vous avez dit, parce que l'école de la République, quand même, vous n'avez pas dit que depuis 2 rentrées maintenant, il y a les dédoublements en CP, en REP et en CM1. Et ça fait des classes de 12 enfants, le CP à 12, je ne sais pas si vous dédoublez ici, mais les écoles publiques dédoublent, et il y a de bons résultats. Donc c'est en travaillant tout doucement qu'on va y arriver. Évidemment, il y a des inégalités sociales, c'est vrai que c'est difficile pour les familles, je le comprends et c'est certain. Donc il faut que le corps enseignant s'adapte, il faut aussi que les jeunes s'adaptent, il faut bien se dire, les jeunes, tous autant que vous êtes, c'est en travaillant qu'on y arrive. Je suis de droite, mais d'une droite sociale et progressiste. Il faut réformer la France, c'est pas facile, vous en avez parlé tout à l'heure, réformer tout le monde de l'enseignement, c'est pas simple, mais on devra y arriver, il faut persévérer, on ne peut plus faire comme avant, on est arrivé à un tel niveau PISA, vous avez raison, c'est vrai, on n'est pas loin de la catastrophe, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. À nous, politiques, de nous en occuper. À nous aussi, parents, je suis parent, il faut se dire que tout le monde ne peut pas aller dans les filières dites d'excellence. Et par exemple, l'apprentissage, combien de jeunes ici, je vais me lever, combien d'entre vous allez faire un apprentissage l'année prochaine? Je ne parle pas français, qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut être artisan, personne ne veut monter sa petite entreprise. Répondez franchement. Non, personne ne veut faire un apprentissage. Super. Bah ouais, en alternance ou pas. Voilà, eh bien, vous savez, vous allez dire à vos parents, il va falloir ouvrir les yeux et se dire, si vous voulez avoir du travail dans 3-4 ans, peut-être faire de l'apprentissage, être artisan, boulanger, peintre, maçon, charcutier. Ce sont des gens qui ouvrent leurs entreprises, qui gagnent bien leur vie. Et on a peur de ces métiers-là. On a diabolisé l'apprentissage et c'est dommage. Et sachez que le ministre, que ce soit Blanquer ou que ce soit la ministre de l'Enseignement supérieur, ont vraiment envie de réformer tout ça pour que dans la tête des familles, on se dise que tout le monde ne peut pas aller faire un bac S. Il y en a pour tout le monde. On peut
aller faire un apprentissage et bien avoir une belle vie et bien gagner sa vie. Voilà, ce n'est pas honteux de faire une formation professionnelle à la sortie du lycée. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est en ouvrant les yeux et en se disant, voilà, il y a différentes choses qui s'offrent à nous et il faut tout étudier. Et là, je suis un petit peu stupéfaite de voir qu'il n'y a qu'un jeune homme qui a osé lever la main. Je vous encourage vraiment à regarder tout ce qu'il existe au niveau des formations. Et tout le monde n'est pas fait pour faire des études longues. Surtout, gardez bien ça en tête, les jeunes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Très bien, merci. Vous avez répondu franchement et vous avez eu raison de poser la question aux jeunes. J'ai oublié de vous dire, avec la nouvelle réforme, il y a aussi un pass culture, le pass culture qui va donner accès à la culture à tous ces jeunes qui n'auraient pas forcément les moyens. Chacun aura un chèque de 500 € par an à dépenser dans la culture, pour aller au cinéma, pour aller à la FNAC, à dépenser vraiment dans la culture, donc 500 € par an pour dépenser pour ses études, pour se cultiver. Donc les familles qui sont nécessiteuses ne peuvent pas donner 500 € par an à leurs enfants. Donc ça, c'est aussi une mesure qui a mis en place le gouvernement et qui devrait pas être mal. Il y a déjà des départements pilotes, il faudra regarder ce que ça donne, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Très bien, alors merci Madame Bazin-Malgras. Je crois, voilà, on me dit que vous devez nous quitter pour aller sur une autre manifestation. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrée de ne pas avoir... Non, je vous remercie infiniment de m'avoir invitée. Je vais voir un établissement d'enseignement professionnel, justement. Très bien, donc dans la même dynamique que ça. Peut-être une dernière question, hein, et je serai très bref. Là, sur la fonction députée, est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, pour vous, l'importance de ce système parlementaire avec donc, le Sénat, l'Assemblée nationale? Est-ce que... Voilà, j'imagine que vous êtes convaincu par ce système. Évidemment, oui, je suis convaincue par la République, le gouvernement du peuple par le peuple. J'en suis un bel exemple. J'ai toute ma vie travaillé ici à Troyes. Certains d'entre vous me connaissent très bien. Et un beau jour, on est venu me chercher. Après le renouvellement, on va dire, après l'élection du président Macron, on s'est dit il faut des gens de terrain à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un peu ce que demandent les Gilets jaunes en ce moment, mais s'ils s'informaient bien, ils verraient qu'il y a quand même 425 députés sur 577. Donc, on n'est pas forcément ni tous des technocrates, ni tous des politiques de métier. Il y a beaucoup de gens comme moi, issus de l'entreprise, qui ont travaillé le dur avant et qui se sont mis à disposition du peuple, parce que je suis votre représentante. Ma vie privée, c'est fini. Lorsque je vais n'importe où, je suis la députée qui représente le peuple, à qui je dois montrer le chemin, on va dire. Donc c'est une fonction éminente et éminemment importante qu'on doit faire avec conviction. Et en fait, je suis comme vous, quoi. Je suis que votre représentante parce que vous m'avez fait confiance, ceux qui votent. Je suis là pour vous représenter pendant 5 ans, faire la loi pour vous, en fonction de la vie actuelle. Et c'est pour ça que je disais que je suis progressiste. Le pays, on a besoin de le réformer. Et vous pouvez compter sur moi pour être une personne qui fera des propositions pour réformer le pays. Alors, tout n'est pas simple, parce que tout le monde n'est pas de mon avis. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bazin-Malgras. Merci, vraiment. Et bien maintenant, nous allons parler climat et plus particulièrement environnement et plus particulièrement climat. Donc un sujet étant plus que d'actualité avec Asia et Bérénice. Donc les filles, vous avez mené l'enquête pour nous. Donc rappelez-nous quelles sont les grandes causes de ce réchauffement. Bonjour Ninon, bonjour à tous. Une étude du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, montre que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine influencent le climat et le réchauffement climatique. L'effet de serre est un phénomène naturel amplifié par les activités humaines. Le gaz à effet de serre provient de la production d'énergie, comme l'électricité et le chauffage, et du carburant pour les transports, principalement les voitures, mais aussi en partie l'aviation et le transport maritime. La déforestation, l'agriculture, mais aussi l'élevage en font partie. Une étude effectuée par WWF, la Banque alimentaire, l'ONU ou encore le CNRS permet de déterminer les conséquences du réchauffement climatique s'il dépasse les 2 degrés Celsius.
Donc si nous continuons dans cette voie, que va-t-il se passer dans les années futures ? Donc tout d'abord, les glaciers de montagne devraient avoir tous disparu d'ici la fin du siècle, ce qui entraînera des pénuries d'eau pour les millions de personnes qui en dépendent. L'élévation du niveau des mers s'accélérerait et pourrait atteindre plus de 65 cm d'ici à 2100, voire 1 mètre selon certaines études. Le niveau des océans augmenterait et durant le XXIe siècle, 10 000 à 20 000 îles seraient englouties et des villes telles que Miami, Tokyo ou encore New York seraient envahies par les eaux. En Europe, c'est des villes telles que Londres, Amsterdam, Bruxelles, Bordeaux ou encore Nantes. La Seine déborderait sur Paris et la banquise arctique devrait avoir complètement disparu vers 2050. Toujours dans cette période, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques suite au changement du climat. La production agricole serait affectée, ainsi que les ressources en eau. Plus de 100 millions de personnes basculeraient dans l'extrême pauvreté et près de 600 millions souffriraient de malnutrition. Les étés seraient plus longs et les hivers plus courts, ce qui entraînerait par exemple 650 morts de plus par an aux États-Unis dues au pic de chaleur. Mais l'augmentation des températures n'entraînerait pas seulement la chaleur ressentie. Il y aurait une augmentation importante des phénomènes météorologiques extrêmes. Cela implique plus de tempêtes, d'inondations, de cyclones ou encore de sécheresses. 20% des espèces d'animaux connues auront disparu. Il y aurait l'extinction de plusieurs centaines de milliers d'espèces végétales. La disparition de la grande majorité des récifs coralliens et l'acidification des océans menaceraient toute la chaîne alimentaire marine. Dans des dizaines d'années, les moustiques seraient présents toute l'année suite à l'augmentation des températures. Les Nations Unies estiment que 9 catastrophes sur 10 sont maintenant liées au climat et qu'elles ne feront qu'augmenter en nombre et en intensité au cours des 20 prochaines années. Les climatologues annoncent que nous avons jusqu'à 2020, moins d'une année donc, pour changer de cap avant que les conséquences soient définitives. Très bien, et comment pourrait-on empêcher ces catastrophes climatiques ? Eh bien ni non, pour limiter la hausse des températures, il faut, comme l'affirment les experts du GIEC, maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Pour cela, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, et cela dès maintenant. Il faut aussi en finir avec les énergies fossiles, comme le pétrole et toutes les réserves actuellement connues, qui doivent rester sous terre. Les énergies renouvelables sont également en plein essor. La question est de savoir si elles se développeront assez rapidement avant que les problèmes liés au climat augmentent. Les technologies actuelles nous permettent de passer au 100% renouvelable et leur coût ne cesse de diminuer et donc d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Il faut avant tout protéger les forêts, aussi appelées les poumons de la planète. Elles stockent un volume énorme de carbone et permettent de diminuer les effets du réchauffement climatique. Greenpeace continue de mener une campagne contre la déforestation afin d'atteindre un objectif zéro déforestation dans toutes les zones de la planète où les forêts sont indispensables à l'équilibre climatique. Ces solutions ne permettront pas d'arrêter le réchauffement climatique, mais elles permettraient de diminuer sa croissance et de réduire les conséquences néfastes sur la planète. Les jeunes du monde entier se mobilisent pour le climat depuis maintenant des semaines pour que les gouvernements respectent l'accord de Paris, signé en 2015, dans lequel est spécifié que la température ne doit pas augmenter de plus de 1,5 degré Celsius. Merci beaucoup. Et comment cela a commencé, Asia ? Qui a eu cette idée ? Eh bien ni non. C'est le 20 août 2018 que l'idée naît dans la tête de la Suédoise Greta Thunberg, qui est alors en 9e année dans une école de Stockholm. Elle décide de ne pas aller en cours avant les élections générales du 9 septembre 2018. Pendant l'été, la Suède a fait face à des vagues de chaleur et des incendies de forêt jamais vus. La jeune Suédoise exige que le gouvernement suédois réduise l'émission de carbone pour respecter l'accord de Paris sur le changement climatique. Elle décide de rester assise devant le Parlement suédois chaque jour durant les heures d'école. Son slogan devient « Grève scolaire pour le climat ». À la suite de l'élection, elle continue de se manifester chaque vendredi. Elle amène son combat sur Twitter, où elle utilise des hashtags comme Klimatstrejka, #Klimatstrike et #Fridays for Future. Elle a participé à la manifestation Rise for Climate devant le Parlement européen à Bruxelles et à la déclaration organisée par Extinction Rebellion dans Londres. Sa grève du vendredi a retenu l'attention du monde entier. Des types de manifestations similaires ont été organisées dans d'autres pays, y compris aux Pays-Bas, en Allemagne, en Finlande, au Danemark, au Luxembourg, en Espagne et en Australie. En Belgique, elle a inspiré la jeune Hanouna Ferfer, qui lance une grève des jeunes en s'inspirant de son action. En Allemagne et dans beaucoup d'autres pays du monde, tous les vendredis, les jeunes se réunissent malgré les demandes des différents gouvernements de retourner en cours. Les slogans fusent sur les réseaux sociaux. Les plus populaires sont « Les dinosaures pensent aussi avoir le temps »,« Quand c'est fondu, c'est foutu »,«
Marche ou crève, T'es bonne sans carbone, le Titanic n'aurait pas eu de problème en 2019, Phoque, le réchauffement climatique, si la Terre était une banque, elle serait sauvée, la fonte des glaces, je préfère de mon pastis, et mais où va habiter le Papa Noël, qui a un impact aussi sur les plus petits. Donc ça bouge également en France. Donc est-ce que la mobilisation a-t-elle été forte ? Bien, tout d'abord, en France, M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a encouragé qu'il y ait des débats dans les lycées tous les vendredis de 15h à 18h pour réduire l'impact des manifestations, mais sans succès. En France, le mouvement a aussi une grande amplitude. Il y a eu samedi 16 mars pour la marche du siècle, 100 000 manifestants à Paris, 350 000 en France. Et le vendredi 15 mars pour la grève étudiante pour le climat, 168 000 jeunes en France et plus d'1 million de jeunes dans le monde. À Troyes, vendredi 15 mars, il y a eu 1200 personnes qui ont manifesté. Nous y étions avec Bérénice et nous avons posé quelques questions. Voici nos favoris. Je pense que malgré tout, on réduit assez facilement la question il faut agir. Oui, en effet. Et malheureusement, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne se posent pas la question de comment agir. Et moi, je suis venu ici pour dire que c'est bien sûr une cause très importante, le climat, mais qu'il ne faut pas pilonner nos politiques et qu'il faut essayer de comprendre que derrière le climat, il y a des enjeux aussi sociaux et que nos politiques, bien sûr, ont un rôle à jouer, mais aussi nous avons un rôle à jouer en proposant des solutions pour vraiment résoudre ces deux défis sociaux et environnementaux. Merci Bérénice, merci Asia, voilà, merci beaucoup pour cette chronique plus que d'actualité. Alors on va passer à la dernière chronique de cette émission. Maintenant, on va parler réseaux sociaux, on va parler jeunes. Vous allez vous sentir concernés par cette chronique, c'était le but. Sabrina, Myriam, à tout de suite. Alors, un sujet qui touche notre génération, Myriam, Sabrina, et qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien, pour ne pas dire qu'il contrôle, influence ou même régente, non, pas à ce point-là, mais presque. Vous l'aurez compris, ce sont les réseaux sociaux. Alors, décryptage avec Myriam et Sabrina. Et oui, Romain, durant ces dernières années, nous nous sommes retrouvés confrontés à une augmentation du nombre des réseaux sociaux de tout genre, comme Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter ou TikTok, qui sont parmi les plus connus. Mais nous nous intéresserons plus précisément à l'image idéaliste que les jeunes renvoient sur ces plateformes, ainsi qu'à l'impact occasionné par cette nouvelle lubie. Une lubie qui touche une génération de plus en plus jeune. Les réseaux sociaux ont pour but de nous distraire au point de créer une dépendance. En effet, d'après l'ex-président de Facebook, Sean Parker, recevoir un j'aime ou un commentaire permettrait à notre cerveau de recevoir des microdoses de dopamine, qui est un neurotransmetteur. La dopamine est en quelque sorte la récompense de notre cerveau. On associe souvent cette molécule au plaisir. Néanmoins, son action est plutôt de l'ordre de la satisfaction. Mais alors, exactement, quel est son rôle dans notre dépendance à ces fameux réseaux sociaux ? Eh bien, la dopamine aide énormément à l'apprentissage, au développement de nos habitudes, puisqu'elle nous incite à satisfaire nos envies. De ce fait, nous nous voyons contraints de consulter régulièrement nos réseaux sociaux afin de voir apparaître un j'aime ou un commentaire. Mais attention, la dépendance n'est pas nécessairement synonyme d'addiction. On peut être dépendant sans tomber dans une addiction similaire à celle d'un fumeur ou même d'un toxicomane, car un j'aime ne procure pas une dose anormale de dopamine, contrairement à la nicotine par exemple. Alors Sabrina, est-ce que tu as un exemple précis pour concrétiser tes propos ? Alors, oui, en effet, nous prenons l'exemple d'Instagram. Chaque jeune entretient son profil, partage des moments dans sa story, en étant le maître de son image, avec une tendance à montrer les meilleurs moments du quotidien ou à embellir la réalité. Certaines personnes peuvent avoir recours à des applications pour modifier les photos, comme Photoshop, en particulier pour les influenceurs. Donc ça veut dire... Excuse-moi Sabrina. Oui, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Ça veut dire donc qu'on est dans une société où le paraître prend le dessus sur l'être. Alors, oui, le profil d'une personne peut être perçu comme une vitrine ayant pour but de montrer la meilleure image possible de soi. Donc, on observe un phénomène d'autopromotion de la personne. Cela développe une nouvelle sorte de narcissisme chez la nouvelle génération, ainsi que des nouvelles normes de comportement, des nouvelles modes qui sont lancées par les influenceurs et diffusées avec bien plus de rapidité et de facilité grâce à ces nouveaux réseaux.
Cela, les marques l'ont très bien compris, car chez les influenceurs, on retrouve un fort taux de placement de produits, c'est-à-dire que derrière ces diffusions d'images se cache un réel enjeu économique. Sur ces moyens de communication basés sur l'apparence physique et l'image corporelle, deux phénomènes s'opposent. Tout d'abord, un regain de confiance en soi procuré par les likes de notre cercle social ou bien d'inconnus pour certains. Mais cela peut aussi avoir une incidence sur l'image qu'on se fait de soi-même, par conséquent à la vue de modes de vie embellis, de physique de rêve ou de différences de classe sociale. Peuvent se développer des complexes, une image négative de soi-même. Ainsi, l'individu va se remettre en question et il peut alors perdre de la confiance en soi. Merci Sabrina. Alors toi Myriam, tu veux rajouter quelques petites choses parce que tu es allée sur le terrain. C'est bien ça Myriam ? Alors, l'accès des réseaux sociaux s'ouvre à une population de plus en plus jeune. Alors après avoir fait quelques recherches, je suis tombée sur un article de sudouest.fr qui m'a apporté plusieurs choses qui me paraissaient très intéressantes. Alors, j'aimerais commencer avec une information qui m'a interpellée sur cet article. Selon l'agence de communication Even, 72% des 4-14 ans possèdent au moins un écran personnel et 64% des 11-14 ans disposent aujourd'hui d'un smartphone. Alors, selon une étude de cette même agence qui a dressé un état des lieux de l'application des jeunes sur les réseaux sociaux, près d'un enfant sur deux y est déjà inscrit à 11 ans. Et le temps qu'il y passe augmente d'année en année. De 5h25 par semaine en 2015 chez les 7-12 ans, la consommation Internet est passée à 7h10 en 2017. Mais les réseaux sociaux plébiscités par ces jeunes ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Alors Myriam, est-ce que tu as des exemples précis comme ce que j'ai demandé à Sabrina ? Oui. Ah, bah super. Alors, j'ai réalisé un sondage auprès de 4 classes de 6e et de 2 classes de 5e de Saint-Bernard pour voir sur quels réseaux sociaux ces jeunes sont principalement inscrits. Alors, tout d'abord, j'ai demandé aux élèves qui dans la classe ne possèdent pas de smartphone. En 6e, il y en avait 20% contre 11% en 5e. Ensuite, j'ai demandé aux élèves interrogés qui parmi vous est inscrit sur un réseau social, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook ou Twitter. Eh bien, 52% des 6e possèdent un compte sur un réseau social contre 77% en 5e. Par contre, le classement de ces réseaux sociaux semble être différent d'un niveau à l'autre. En effet, en 6e, Snapchat est en tête, suivi d'Instagram, de Facebook et de Twitter. Alors que pour les 5e, Snapchat reste en première position et Instagram en seconde, mais les élèves de 5e sont plus intéressés par Twitter et par Facebook. Et est-ce que tu sais un peu la raison de ça, Myriam ? Alors, comme nous l'avons vu, Snapchat est le réseau social le plus utilisé par cette tranche d'âge. En effet, Snapchat permet à ses utilisateurs de partager des photos avec ses amis, avec ou sans filtre, de façon privée. Au contraire, tous les autres réseaux sociaux sont basés sur ce problème de course au like. Instagram et Twitter sont des réseaux sociaux que les jeunes commenceront plus à utiliser vers l'âge de 14-15 ans, car plus sérieux, même si déjà beaucoup de collégiens interrogés y sont inscrits. Enfin, Facebook, malheureusement, commence à être considéré par les jeunes comme un réseau social d'adultes qui n'est plus apprécié et qui commence à se faire dépasser par tous ces nouveaux réseaux sociaux. Alors, il y a forcément une forme de précocité. On est précoce avec ces réseaux sociaux. Évidemment. Alors, tout d'abord, l'inscription sur n'importe quel réseau social était interdite aux moins de 13 ans jusqu'au mercredi 7 février 2018. À cette date, une loi a été votée pour rehausser la limite d'âge à 15 ans. En interrogeant les élèves de 6e et de 5e, je leur ai demandé s'ils savaient qu'ils étaient dans l'illégalité et surtout pourquoi cet âge limite d'inscription. Alors, personne n'a su me répondre. Je leur ai expliqué que nous suivions la législation américaine qui interdit la collecte des données personnelles sur des jeunes de moins de 13 ans. De plus, une fois inscrits sur les réseaux sociaux, les jeunes s'ouvrent à certains problèmes et certaines faces cachées. Le harcèlement est en expansion à cause des réseaux sociaux et c'est quand même le problème le plus rencontré. Certaines personnes se cachent derrière un compte pour pouvoir faire du mal à d'autres personnes, que ce soit des jeunes du même âge ou des adultes qui se cachent derrière une fausse identité. Et donc là, c'est plus risqué. Oui, c'est beaucoup plus risqué, on a plus de problèmes à cause de ça. Merci Sabrina, merci Myriam. C'est déjà la fin de cette émission d'actualité. On se retrouve très vite. Mais avant ça, nous tenions, Ninon et moi-même, à remercier pas mal de monde, en commençant par notre invitée Valérie Bazin-Malgras, qui a discuté
qui a répondu à nos questions durant une bonne partie de l'émission. Nous la remercions. Nous remercions évidemment le lycée Saint-Bernard qui nous a accueillis ce matin et qui a déplacé beaucoup de choses pour que cette émission se réalise ici. On remercie évidemment l'équipe pédagogique, l'équipe technique, l'équipe administrative et l'équipe encadrante. Merci bien évidemment aux personnes ayant contribué à l'imagination et à la conception de ce projet. Merci à Madame Brugère ayant aidé à l'initiation de ce projet. Et puis bien évidemment, merci aux élèves de première et terminale ayant aidé à ces merveilleuses chroniques. Oui, merci. Merci aussi à mon directeur Rémi et toute l'équipe de RCF Haut-Marne qui nous ont fait confiance dans ce projet un peu fou, je vous l'accorde. Merci. Merci aussi à nos techniciens, à la technique audio, Alex, à la technique... À la technique vidéo, Mathilde, Sarah et Antoine qui sont arrivés aujourd'hui, nous ont fait quelque chose de super. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain, toujours le 4e mercredi du mois à 19h30, le samedi qui suit à 10h30, en podcast sur rcf.fr, en vidéo sur YouTube et Facebook. Et non, je ne l'ai pas oublié, je vous rassure, Ninon. Merci beaucoup, Ninon, pour cette émission. Alors, il y a eu des ratés. Il est évident, il y a eu des ratés, des doutes, des hésitations, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu un minimum et que vous aurez appris des choses. Et... Non, merci à tous. Merci Ninon. Et je termine cette émission en vous disant à très vite sur RCF Haut-Marne, parce que Ninon, sur RCF Haut-Marne, la joie se partage. La joie se partage sur RCF. À très vite.